Bonsoir, Makis Balauras. Merci beaucoup pour cette interview destinée à la Maison de la Grèce à Paris à l'occasion de la commémoration de la révolte de l'École polytechnique du 17 novembre 1973. Aujourd'hui, vous êtes député de Syriza, vous avez été étudiant en cadre du mouvement antidictatorial, vous avez été arrêté, torturé, emprisonné, lutté. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui à la diaspora grecque de France et plus particulièrement à la jeune génération et au public français à propos de cette époque? Je vais réfléchir. Je vais faire référence à notre poète national. Tout était sous l'emprise de la menace et de la peur. Tout était écrasé par la tyrannie. Et il me vient en tête un vers de la Marseillaise que ma mère murmurait parce qu'elle avait quelque chose à voir avec la France. Donc, elle marmonnait quelque chose comme sanglante tyrannie. Je ne me souviens pas très bien maintenant, j'étais petit. Mais j'ai retenu que nous devons résister à la tyrannie. Qu'est-ce que c'était la dictature en Grèce? C'était une prise de pouvoir sanglante, où tout était mis sous plâtre. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas choisir et regarder le film que nous voulions regarder parce qu'il n'était jamais diffusé en Grèce. Nous ne pouvions pas lire le livre que nous voulions lire parce que c'était interdit par la censure. Nous ne pouvions pas sortir un groupe d'amis composé de plus d'un certain nombre de personnes, même à l'intérieur de l'université. Ceci a inspiré à certains parmi nous, jeunes alors, non seulement des idéaux, mais également le renoncement de soi-même. Et entre nous, nous avons cultivé ce que nous appelons la camaraderie, la fraternité. Et avec ces jeunes, qui alors nous étions des adolescents presque, la camaraderie, la fraternité existe toujours, indépendamment de nos choix politiques. Nous nous aimons parce que notre fraternité a été construite lors des luttes à l'intérieur et à l'extérieur des universités, dans les centres de détention, en prison, en exil, ainsi de suite. Donc, il s'agit des liens, je dirais, en utilisant une métaphore, des liens de sang. Nous avons donc commencé à l'époque au sein de nos écoles et de nos universités à demander la moindre des choses. Je vous donne un exemple. À cette époque-là, en 1968, c'était le célèbre mai 68, non seulement en France, mais aussi en Italie, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Les journaux et les radios de cette époque, tout ce qu'ils diffusaient chez nous pour stabiliser et soutenir la dictature des colonels, c'était que les communistes voulaient prendre le pouvoir à travers le monde. C'était ça. Mais nous ne savions rien. Nous n'avions pas le droit de savoir exactement quelles étaient les exigences de la jeunesse de cette époque. Enfin, il ne s'agissait pas seulement des exigences de la jeunesse, mais aussi de la façon dont elle les revendiquait, ces droits, par les occupations des universités, par les happenings, les performances. Ainsi, à la fin, nous avons lancé un appel aux stations de radio basées à l'étranger, comme Deutsche Welle, la radio parisienne, la BBC, La Voix de la Vérité. Et nous essayons, à travers ces radios, d'apprendre ce qui s'est passé ailleurs. Alors, il y a eu un mouvement historique sans précédent. La naissance d'un mouvement inédit. C'était un mouvement autonome, je le souligne, un mouvement de la jeunesse d'alors autonome. Bien sûr, les organisations antidictatoriales ont exercé une grande influence sur nous et je dois toujours le noter. Ce qui nous a précédés,
savoir nous, le mouvement étudiant de masse au sein des universités, a trouvé sa source et son inspiration auprès de ces organisations de lutte qui ont mené des combats hors la loi, c'est-à-dire que ces organisations pouvaient placer des explosifs, lancer des brochures dans les rues et dans les amphithéâtres. Et leurs membres se faisaient arrêter. Il y avait une certitude mathématique qu'il allait être arrêté. C'était certain. Alors, avec leur voix qui résonnait dans nos tribunaux militaires, ils flambaient nos esprits et notre élan et nous donnaient la force pour résister, nous aussi. Dans ma mémoire et dans la mémoire de beaucoup d'autres personnes qui n'étaient pas majeures à l'époque, sont enregistrées ces terribles scènes, ces images du tank qui entre dans l'école polytechnique, qui écrase sa porte d'entrée et tue les étudiants. Ces images ont fait le tour du monde. Mes frères soldats, comment pouvez-vous tirer sur vos frères? Comment pouvez-vous tirer sur nous? Je vais dire l'hymne national avec vous. On entend la voix de la radio au sein de l'école polytechnique. L'étudiant qui récite l'hymne national, tandis que le tank entre, agresse et tue. C'était un journaliste suédois qui avait pris ces images. Je l'ai rencontré des années plus tard. C'est un être exceptionnel qui nous a aidés, non seulement en Grèce, mais également en Europe. Je vais noter quelque chose ici. Nous avions des alliés à l'époque, des alliés importants, des Grecs de l'étranger et des Européens dans chaque pays, des Allemands, des Français, des Anglais, des Italiens, qui nous ont aidés, beaucoup, moralement et politiquement, et dans certains cas, économiquement aussi. Des camarades grecs de l'étranger et des camarades étrangers, de nombreux intellectuels, ils avaient l'habitude de nous aider en portant leur voix haute et constamment. Et ils ont réussi à isoler le régime des dictateurs. Je vous rappelle que la Grèce, à l'époque de la dictature, avait été exclue du Conseil de l'Europe. Ceci était un coup dur porté au colonel. Bref, le combat était à la fois beau et difficile. Je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Nous n'avons pas obtenu tout ce que nous voulions faire et tout dont nous rêvions, mais nous avons fait beaucoup. Et je pense que la période d'après la dictature avait l'empreinte du mouvement étudiant à bien des égards. Même la constitution de la Grèce, si on exclut les articles que nous voulons actuellement changer, est l'une des constitutions les plus progressistes d'Europe, si elle est appliquée. Il est question de participation des citoyens, de la liberté de la personne, de l'asile dans les universités, de l'université publique. Beaucoup de choses relèvent de notre propre constitution. Je ne sais pas s'il existe la même chose dans les constitutions européennes. Il est logique que les autres constitutions européennes soient parfois
différents, excepté ceux d'Espagne et du Portugal qui sont aussi récents. Mais nous avons la constitution la plus récente qui décrit les équilibres sociaux et les messages qui avaient été formés au moment de la rédaction de cette constitution. Alors, elle est progressiste, bien qu'elle ait été rédigée par une majorité conservatrice. Mais il ne s'agissait pas seulement de la révolte de l'école polytechnique. L'école polytechnique était, si vous voulez, le couronnement d'un effort entamé dès le premier jour de la dictature, à savoir depuis le 21 avril 1967. L'école polytechnique, c'était comme si l'avion avait déjà décollé depuis un moment et avait atteint son point culminant. Auparavant, beaucoup de choses avaient été réalisées et il est normal que l'histoire ne les enregistre pas toutes intégralement, ni de la même façon que la révolte de l'école polytechnique. Mais je dois les mentionner. Le premier événement où il y a eu une manifestation contre la dictature de façon massive a eu lieu dans la cour de mon école, l'école des sciences économiques à Soé, dont j'étais étudiant. Je ne le dis pas parce que j'étais étudiant là-bas, c'est vrai. Environ 1600 personnes, des étudiants, se sont rassemblés pour nous soutenir, car nous avions été arrêtés. Et non, nous devions passer un conseil disciplinaire. Et les étudiants alors chantaient des chansons interdites en faveur de la liberté. Ils créaient des slogans contre le dictateur. Juste après, il y a eu les 3 occupations de l'école de la faculté de droit qui ont abouti à la 3e occupation de la faculté de droit. Mais une autre occupation qui reste inconnue est celle de l'école polytechnique du 14 février 1973. Toutes ces mobilisations et toutes ces initiatives, c'était des éléments qui ont préparé le point culminant et ont réalisé une stratégie qui allait sur le conflit contre les dictateurs. Vous étiez là à l'école polytechnique vous-même? Oui, bien sûr, j'étais présent dans toutes ces mobilisations. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ces jours-là? Je dis cela parce que si un adolescent de nos jours vous écoute, que lui diriez-vous? Je pense que je ne lui raconterai pas de faits parce qu'ils ont été imprimés. Il y a des témoignages, des photographies, des scènes cinématographiques. Tout cela, il y a des témoignages. Comme je vous l'ai dit, ces 3 jours de l'école polytechnique ont été une histoire complète. Et ce qui était important, c'était aussi l'organisation de tout cela, avec le restaurant au sein de l'école, la pharmacie, l'hôpital et bien entendu avec la station radiophonique. Le présent est très difficile. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les jeunes et les difficultés et les choses négatives sont très nombreuses. Non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les citoyens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'adversaire est caché. Il n'est pas évident, comme les chars et les arrestations par les policiers. Aujourd'hui, l'adversaire, il arrive caché, il s'introduit de façon imperceptible par les fissures des portes, par les fenêtres. L'ennemi, c'est la télévision, la pensée unique, les chaînes qui transmettent des messages inacceptables pour des personnes jeunes qui doivent être formées selon les principes de la liberté, de la démocratie, de l'amour pour leurs semblables. Ces chaînes diffusent des messages auprès des jeunes racistes, homophobes, haineux. C'est difficile à gérer. Alors c'était plus facile parce qu'il n'y a pas que la scène politique centrale où les partis rentrent en conflit et forment des rapports de force. Ce qui est important, ce sont les sous-sols.
Ce sont les blogs sur Internet, par exemple, qui permettent à des gens d'écrire de fausses nouvelles pour ternir des personnes ou des situations, pour faire passer des messages mensongers. Et le gros problème qu'a l'Europe, et pas seulement la Grèce, c'est qu'elle se dirige vers l'extrême droite. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas seulement un changement d'actualité politique. Ce sont les messages et les mécanismes que présente et fait naître l'extrême droite. Par exemple, le message pour frapper, pour expulser l'autre, l'étranger ou le différent. Le message de nous isoler dans un supposé idéal national. Que les Français soient des Français entre eux parce qu'ils aiment comme cela, que les Allemands soient entre Allemands. Donc nous vivons des situations que nous pensions avoir dépassées par l'histoire et à cause des guerres. Et ce fut une excellente chose à l'époque, l'idée européenne, les citoyens européens et la fondation de l'Europe. Mais voici le gros problème. L'Union européenne a suivi la doctrine néolibérale et tout est tout à fait en faveur du capital. L'histoire de ces États d'Europe, qui est très importante et instructive, consiste à essayer d'atténuer au maximum les inégalités sociales dans la mesure du possible. Bien sûr, le capitalisme était toujours présent à l'œuvre. Le capitalisme était là et reste malheureusement encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est plus intense. C'est le capitalisme néolibéral. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que de nombreux groupes de citoyens européens sont appauvris et marginalisés. En Allemagne, par exemple, en riche Allemagne qui domine en Europe de tous les points de vue, aujourd'hui vivent plus de 15 millions de pauvres, sans droit, sans rien. Cet état de l'Europe, cette situation de l'Europe, si elle ne change pas, elle va s'aggraver et nous aurons des phénomènes comme Le Pen ou Orban ou Sardini qui embrassera toute l'Europe. Il est donc nécessaire que la cloche de danger puisse sonner et que les citoyens européens puissent l'entendre et qu'ils puissent résister à cet état-là de l'Europe. La politique néolibérale, et bien sûr la Grèce a payé très cher durant 8 ans son expression la plus extrême. Alors la politique néolibérale est exercée au sein du reste de l'Europe de façon moindre, moins puissante, mais elle est exercée, elle est appliquée. Et je ne peux pas supporter en tant que citoyen européen que Mme Le Pen puisse être la première personnalité politique en France, la première en popularité. Un sondage a été effectué tout récemment, mais c'est scandaleux. En France. Donc si l'Europe ne change pas économiquement et culturellement, si elle ne change pas et ne retrouve pas les valeurs fondamentales de la Révolution française ou des luttes sociales des autres peuples, l'Europe n'aura pas d'avenir. Dans une première phase, elle se dirigera de plus en plus vers l'extrême droite et ensuite, elle n'aura plus d'avenir. Donc ce que les peuples de l'Europe auront accompli, ce sera démoli. Et c'est une chose très dangereuse pour la paix, pour l'humanité et plus particulièrement pour l'Europe, pour le peuple de l'Europe. Parce que des phénomènes comme Trump viendront chez nous en Europe, et même dans des formes plus extrêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y aura des chefs d'État plus extrémistes que Trump.
Mais pour revenir à la Grèce et un message plus optimiste, la Grèce est le seul pays de l'Union européenne à avoir un parti de gauche radicale au gouvernement, Syriza, avec comme Premier ministre Alexis Tsipras. Et je vais vous faire part du désir de nombreux membres de la diaspora grecque et du public et des citoyens français pour soutenir cet effort du peuple grec et de son gouvernement qui ont donné une orientation vers la justice sociale, les principes démocratiques et les libertés. Pourvu que ce soit, comme vous le dites, pourvu que ce soit le cas. Je le souhaite, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. C'est ce que nous souhaitons, mais ce n'est pas ce qui se passe. Parce que quand nous avons combattu en 2015 contre les politiques d'austérité et les mémorandums, nous avons été laissés seuls. Et pas seulement par les gouvernements. Nous avons été laissés seuls par les mouvements sociaux de l'Europe. Les militants ont cessé de nous soutenir. Ils ne se sont pas arrêtés vraiment, mais c'est comme s'ils étaient paralysés, je dirais. Jusqu'à l'été 2015, lors des grands conflits avec la Troïka, je me sentais, moi aussi et beaucoup d'autres entre nous, peut-être même tout le peuple grec, nous nous sentions seuls. Alors, quand un petit peuple et un gouvernement de gauche, le seul gouvernement de gauche qui existe, on le laisse seul, vous réalisez qu'il va faire l'objet de compromis douloureux. Et nous avons signé un nouveau mémorandum, oui, nous ne le voulions pas, mais nous devions le faire dans tous les cas. Mais nous avons également montré notre autre logique en soutenant les plus faibles de la société. Je pense donc qu'il existe des exemples de notre politique de gauche. Sans les mentionner en détail, je fais référence au revenu social de solidarité, à la santé, à l'éducation, à l'économie sociale et solidaire. Et maintenant que nous avons laissé derrière nous le mémorandum, nous avons beaucoup de travail à faire. Bien que nous sommes toujours limités, mais nous montrons et nous montrerons jusqu'à la tenue des élections ce que nous sommes en capacité de faire. C'est peut-être une minorité ceux qui soutiennent le peuple grec et le gouvernement grec aujourd'hui en France, mais nous aimerions que ce nombre devienne plus grand. Et le but de cette soirée est bien cela. Évidemment. Une dernière observation. Dans 4 ou 6 mois, jusqu'en mai, nous aurons des élections européennes. Voici à Paris. Nous savons qu'il y aura une alliance au sein de la droite européenne. Il y aura une alliance aussi au sein de l'extrême droite européenne. La gauche en Europe, avec ses différences, pourra-t-elle envoyer un message aux citoyens européens pour une alternative citoyenne en Grèce et en Europe?